Ségolène Royal, ces jurys citoyens, c'est votre idée. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez qu'on parle de populisme sur cette initiative ? Alors, je crois que la question plus globale que vous avez posée tout à l'heure, c'est quelle est la situation de la France par rapport à la crise démocratique. Mais c'est bien aussi, est-ce que les jurys citoyens sont la solution pour y remédier ? Ça en fait partie. Pourquoi est-ce que ça en fait partie ? Et de quoi s'agit-il ? La démocratie, comme son nom l'indique, démocratie, des mots, le peuple, cratie, le pouvoir, s'exerce en France de plusieurs façons. Il y a la démocratie représentative, celle des élus, et en France 36 000 maires, c'est-à-dire autant que dans tout le reste de l'Europe, et permettez-moi de leur rendre hommage, et en particulier les maires des banlieues, parce que c'est à eux que l'on doit le maintien du lien social, et aux maires ruraux que l'on doit le maintien de la vitalité rurale. C'est donc la démocratie représentative, maire, exécutive des collectivités, parlementaire. Nous avons ensuite la démocratie sociale. Il y a aussi là beaucoup de travail à faire et beaucoup de réformes à apporter pour que la démocratie sociale soit bien plus vivante qu'aujourd'hui. J'appelle en particulier à la création d'un syndicalisme de masse pour que désormais ce soit des politiques contractuelles qui se mettent en place plutôt que la loi. Sur le premier point, sur la démocratie représentative, je suis favorable à une revalorisation du statut de l'élu, puisque vous le savez, nous aurons désormais le mandat unique pour les parlementaires, ce qui suppose que le statut des élus soit revalorisé. Et nous avons enfin le troisième pilier, et je viens au jury citoyen. Le troisième pilier, c'est la démocratie directe ou la démocratie représentative, c'est-à-dire qui fait que le peuple est appelé à intervenir sans attendre entre les deux mandats. Je crois qu'aujourd'hui, en effet, il y a un désamour à l'égard des politiques et que les citoyens ne veulent plus attendre sans rien faire entre deux mandats. Et que dans le projet des socialistes, il y a des propositions qui vont permettre désormais aux citoyens, avec 1 million de pétitions réparties sur 30 départements, de faire voter la loi. Et on ne dit pas que ça conteste le Parlement. Et enfin, en effet, des initiatives telles que les jurys citoyens qui vont permettre d'aider les élus à évaluer leur politique. Et ça, je crois que c'est très important. Ça se fait d'ailleurs. On en est à l'introduction. Hein. On est à l'introduction, mais vous avez posé une question très précise, donc j'y réponds. Dans certaines collectivités, il y a déjà des observatoires de l'évaluation des politiques publiques par tirage au sort. C'est le cas, par exemple, aussi des propositions qui ont été faites par de nombreux militants socialistes, qui ont fait aussi la démocratie participative. Donc vous maintenez votre position. Je termine juste ma phrase. Pour l'élaboration de notre budget, donc je leur rends hommage, puisque dans certaines fédérations, et par exemple la plus grande fédération de France, la Fédération de Paris, elle a voté à l'unanimité la création de jurys citoyens par tirage au sort. Voilà. Et donc, vous voyez que les militants socialistes sont parfaitement au clair sur la nécessité d'avancer sur la démocratie participative, et j'en suis très heureuse. Madame Royal, ces jurys citoyens. Je suis heureuse de voir qu'il y ait tout un débat sur les jurys citoyens ce soir et que ce débat se prolonge. Eh bien, prenons-le. Parce que, en effet, moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas revivre à nouveau le 21 avril 2002. Je pense, et je rejoins Dominique sur ce point, qu'il y a aujourd'hui des pans entiers de la société française qui se sentent exclus du débat public, et en particulier dans les catégories populaires. Et ces catégories populaires, elles l'ont fait savoir dans les urnes. Alors si l'on pense que tout va bien et qu'il faut continuer comme cela, eh bien continuons. Moi, je pense que tout ne va pas bien et qu'il y a une crise démocratique et une crise morale profonde. Et que le problème, ça n'est pas de dresser les gens les uns contre les autres. Au contraire, c'est de remettre ceux qui sont exclus dans le chemin du progrès social. Car aujourd'hui, la France dans laquelle nous sommes est une France qui se sent tirée vers le bas, dans une espèce de spirale dépressive. Et que ce sont les plus modestes, et maintenant même les catégories moyennes, qui se sentent tirées vers le bas et qui ne savent plus très bien ce qu'elles vont transmettre à leurs enfants et si leurs enfants vont avoir accès à la sécurité et à la réussite scolaire. Alors oui, je revendique l'objectif d'ordre juste et de sécurité durable, parce que c'est avec un ordre juste qu'on met fin au désordre des choses,
au désordre des inégalités, au désordre des insécurités, au désordre des exclusions. Et c'est quand on est assuré de sa situation et de celle de ses enfants qu'on est capable d'accéder à des libertés nouvelles. Et l'ordre juste, vous iriez jusqu'à dire... Excusez-moi, l'ordre juste, il n'est pas immobile. L'ordre juste, il est revendiqué justement par ceux qui subissent le désordre. Pour ceux qui sont en haut du panier, tout va très bien. Ceux-là, ils ont tout. Ils ont la sécurité pour eux-mêmes. Ils ont la réussite scolaire pour leurs enfants. Ils ont le logement pour eux-mêmes. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont les autres? Ils sont les victimes de la déréglementation économique et financière. Et il faudrait nous faire croire que tout va bien? Non, tout ne va pas bien dans la France d'aujourd'hui. Alors je vous le dis, si on a peur du peuple, si on a peur des jurys citoyens, parce qu'on va tirer 15 personnes au sort et les élus se sentiraient mis en cause, mais laissez-moi vous dire, de nombreux élus font la démocratie participative sans le dire au quotidien et je leur rends hommage. De nombreux élus font venir vers les discussions publiques des gens qui en sont les plus éloignés. Est-ce que ça devrait valoir pour un conseil des ministres aussi? Est-ce que les citoyens devraient assister au conseil des ministres? Monsieur, oui, monsieur, ça vaut pour un conseil des ministres. Il faut que ce soit public, le conseil des ministres. Et alors, je vais vous donner un exemple. Parce qu'il faut bien comprendre, ce sont des notions un peu nouvelles qui sont très en avance sur d'autres pays européens. Je vais vous donner un exemple d'un jury de citoyens pour un sujet d'ampleur nationale. C'est l'indice des prix. Il y a aujourd'hui un mensonge public sur l'indice des prix. Pourquoi? On fait croire aux gens que le coût de la vie n'augmente pas. C'est faux. Le coût de la vie augmente, et notamment pour les plus modestes. Parce que l'indice des prix est calculé sur les consommations des cadres moyens. Or, un petit retraité, laissez-moi parler, j'en ai terminé, ou un petit salarié, c'est bien que sa structure de consommation n'est pas la même. Alors oui, si je suis élu, je réunirai des jurys citoyens sur ces questions fondamentales. Parce que le mensonge de la parole publique, non pas parce qu'elle veut mentir, cette parole, mais parce qu'à force de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, et les gens tels qu'ils vivent, alors on passe à côté de l'identification des problèmes. Strauss-Kahn, est-ce qu'on va parler bien sûr de la carte scolaire qui est au centre des débats et puis qui est bien sûr au centre de vos débats. On sait qu'en moyenne aujourd'hui, une famille sur 3 la contourne. Ségolène Royal, est-ce que vous voulez, oui ou non, la supprimer, cette carte scolaire? D'abord, à un niveau de débat pour l'élection présidentielle, je voudrais sur la question éducative d'abord vous dire que le siècle actuel sera le siècle de l'intelligence et que le pays tout entier doit se mobiliser sur cet objectif et que le cœur de mon projet, c'est l'éducation. Encore l'éducation, toujours l'éducation, parce que tout revient à la question éducative. Mais ça, c'est concret. La carte scolaire, c'est concret. Oui, justement. Prenons cet exemple-là. Les choses concrètes, savez-vous, sont reliées à des valeurs. Et les Français, ils ont envie de savoir au nom de quelles valeurs leur candidat ou leur candidate va non seulement s'exprimer, mais va aussi décider et ensuite va tenir sa parole. Et sans valeur, on ne tient pas sa parole. Vous voulez dire que vos compétiteurs n'en ont pas des valeurs? Sans valeur, on ne tient pas sa parole. Après, il y a une série de mesures techniques qui relèvent d'un ministère de l'Éducation nationale, mais sur lesquelles je suis prête à répondre. Mais un chef d'État ou une chef d'État affirme d'abord devant le pays les valeurs au nom desquelles il agit. Ce sont pas forcément les mêmes que... moi, je vous le dis ce soir, il peut y avoir plusieurs priorités classées différemment. Je vous le dis ce soir, ma valeur fondamentale, c'est l'éducation, car tout y revient. C'est l'éducation parce que je pense, en particulier, que ce pays aujourd'hui, que notre pays ne fait pas suffisamment sur l'investissement dans la ressource humaine, quels que soient les âges. Et c'est l'éducation au sens global. Et c'est comme cela que l'on va préparer aussi la place des jeunes pour les années qui viennent. Alors, j'en reviens à la question de la carte scolaire, puisque ça vous intéresse. Cette question se situe aussi dans un référent de valeurs qui est pour les socialistes très important, qui est celle de l'égalité réelle des chances. Non pas l'égalité formelle, mais l'égalité réelle. Et je suis très heureuse, une fois de plus, par cette proposition, d'avoir ouvert ce débat, car si ce débat n'avait pas été ouvert, on aurait dit, comme tout à l'heure, tout va bien. La carte scolaire garantit théoriquement la mixité. Ne la bougeons pas.
tout va bien. Sauf que dans les quartiers défavorisés, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont très informés et qu'ils savent parfaitement que ceci n'est pas vrai. Et ils vont même parfois dans le privé. Et voilà, vous le savez, vous venez de le dire, c'est-à-dire que le seul choix aujourd'hui pour échapper à une carte scolaire, et j'estime que tous les parents ont le droit de savoir que leurs enfants vont bien travailler dans de bonnes conditions. Vous la supprimez, vous l'aménagez, dans de bonnes conditions par rapport aux problèmes de violence. Et donc je considère que puisque pour certains la liberté est bonne, elle doit être bonne aussi pour tout le monde, à condition, bien évidemment, et en attendant que l'on trouve une vraie réforme, c'est-à-dire une modification de la carte scolaire qui garantisse effectivement la mixité. Ça sera pas facile, parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des ghettos d'habitation qui reflètent les ghettos scolaires. Mais donc il y a même, figurez-vous, vous faites en deux temps, il y a même une solution intermédiaire et puis la suppression pure et simple. Je pense que le principe de la liberté que demandait Dominique, le principe de la liberté ne doit pas être réservé à quelques-uns. Donc moi, je suis favorable à l'élargissement de la carte scolaire, des secteurs scolaires, au sein duquel les familles pourraient choisir, par exemple, entre deux écoles. Mais ça, dans des quartiers différents. L'effet inverse de ce que vous recherchez, c'est-à-dire que tout le monde va fuir évidemment les quartiers les plus difficiles. Non, parce que si on élargit la carte scolaire et si on prend une circonférence plus large qu'aujourd'hui, on aura une certaine mixité. Et on pourra faire aussi, comme cela se fait dans certaines villes, comme par exemple à Lyon, où Gérard Collomb a redécoupé sa carte scolaire en triangle, c'est-à-dire en englobant à la fois les écoles de la périphérie et les écoles du centre, et parfois même en ayant le courage de fermer certaines écoles de la périphérie pour que les élèves se mélangent dans les écoles du centre. Une interpellation pour chacun d'entre vous. D'abord, sur l'autonomie des universités et puis sur un film. Si vous le permettez, quelques précisions sur ce qui vient d'être dit, parce que nous sommes là dans un enjeu important. Les militants socialistes nous écoutent, les citoyens également. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent de fausses idées. Donc je voudrais clarifier un certain nombre de choses. D'abord, ce que j'ai dit s'inscrit dans le cadre du projet des socialistes. Il est clairement dit dans ce projet que la réforme de la carte scolaire devra permettre une plus grande mixité. Il est clairement dit dans ce projet qu'il faudra développer la démocratie directe. Et le projet des socialistes n'interdit quand même pas, ce n'est pas le petit livre rouge, n'interdit quand même pas tout ce qui n'y est pas mis. À nous aussi d'être imaginatifs dans le respect des objectifs de ce projet. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à dire, moi qui me suis occupée pendant 3 ans des zones d'éducation prioritaire en tant que ministre de l'enseignement scolaire, que le défi, nous pouvons le relever. Et ça n'est pas en donnant un peu de liberté aux familles que nous allons gêner le développement scolaire, bien au contraire. Parce qu'à ce moment-là, on repérera les établissements publics délaissés. Sur l'université. On arrête sur l'enseignement secondaire, on passe à l'université, si vous voulez bien, parce que le temps file très vite, comme vous le savez. C'est très important que dans la cohérence mais beaucoup de sujets sont très importants ce soir. Il faut avancer. À ce niveau de départ, on puisse aller jusqu'au déroulement des choses, puisque vous commencez par des sujets un peu concrets qu'il faut donc rattacher à la logique et à la cohérence des choses. Juste pour vous dire que je pense, et que c'est un défi majeur pour la nation de demain, que de réussir pour tous les enfants qui sont dans les zones d'éducation prioritaire la réussite scolaire et investir massivement dans ces collèges et dans ces écoles. Et vous savez là où ça marche? Vous savez là où il y a des résultats qui atteignent même le niveau national, c'est là où, dans les établissements scolaires, il y a une cohérence des équipes pédagogiques. Avec un chef d'établissement... Encore faut-il qu'on puisse convaincre les enseignants de rester dans ces établissements. Vous savez comment on les convainc? C'est que dans certains collèges, on leur donne la possibilité de choisir leurs collègues. Et quand il y a un chef d'établissement qui connaît individuellement tous ses élèves, c'est pour ça qu'il faut réduire la taille des collèges. Et que je l'ai fait. En divisant aujourd'hui, les chefs d'établissement vont pouvoir choisir leur équipe, ça c'est... Oui, bien sûr qu'il faut libérer. C'est nouveau. Bien sûr, non, ça existe déjà. Moi, je regarde où marchent les choses et comment ça marche. Et dans les collèges où ça marche, avec les syndicats là-dessus demain. Et dans les collèges où ça marche, mais les syndicats sont d'accord avec ça. Dans les collèges où ça marche, les équipes pédagogiques se constituent ensemble. Les chefs d'établissement connaissent individuellement les élèves. On investit massivement dans la culture et dans le sport. Et on réalisera ce qui est dans le projet des socialistes et qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vu réussir dans les collèges, le soutien scolaire gratuit
pour les élèves, pour qu'ils rentrent chez eux en ayant fait leurs devoirs et appris leurs leçons. Donc ça, c'est quand ils sont au collège et au lycée. S'il vous plaît, Ségolène Royal, on enchaîne sur les universités. Je crois qu'on avait un temps de parole, donc si on est tout le temps interrompu, c'est difficile de dérouler tenir un petit peu seule phrase. Et il faut aborder l'ensemble des questions, et notamment que vous puissiez répondre, à moins que vous ne vouliez pas parler de l'université, mais à ce moment-là, très rapidement sur l'université. Mais aussi l'ensemble des valeurs. Et aujourd'hui, la principale des inégalités, celle dont souffre la France, elle se situe entre les familles qui peuvent aider leurs enfants quand ils rentrent à la maison et les familles qui ne peuvent pas aider leurs enfants quand ils rentrent à la maison. Et la proposition concrète que je fais, c'est que tous les jeunes qui ont la chance d'être dans l'enseignement supérieur puissent prendre un collégien en tutorat en donnant du soutien scolaire gratuit, par exemple dans le cadre du service civil que nous devons mettre en place, et ce tutorat pourrait leur donner des points supplémentaires pour leur propre diplôme sous forme d'unité de valeur. Parce que moi, je crois à l'émergence d'une société des solidarités. Est-ce qu'il faut bouleverser les mœurs? Est-ce qu'il faut une grande loi sur la famille qui légaliserait le mariage homosexuel et l'adoption? Je pense que là, comme dans d'autres domaines, il faut en revenir aux fondamentaux. Mais on n'a pas forcément vraiment le temps. Est-ce que vous pouvez répondre moi, je le prendrai sur mon temps de parole, question, si vous le permettez. Les fondamentaux de la famille, c'est d'abord revenir au rôle de la famille. La famille a un rôle de protection, d'éducation, d'amour, d'affection, mais surtout de transmission des interdits qui structurent l'enfant adulte en devenir. Et le problème aujourd'hui, c'est que les familles étant disloquées, ou les points de repère pour les enfants étant également brouillés, la famille ne transmet plus les interdits structurants, ou beaucoup moins qu'avant, les interdits structurants à l'enfant. Et pourtant, ce qu'une génération doit à la suivante, c'est la limite. Et c'est souvent d'ailleurs de là que viennent tous les problèmes à l'école, car on attend tout de l'école, y compris l'éducation et la structuration des enfants. Et moi je pense, puisque la loi sur l'autorité parentale que j'ai fait voter est toujours d'actualité et qui redit clairement les choses par la structuration d'une société. Cette loi aujourd'hui, elle suffit, Ségolène Royal? Elle est là pour dire on peut divorcer d'un conjoint, on ne divorce pas de ses enfants, et donc il doit y avoir la double filiation entre le père et la mère, et que l'enfant a droit de continuer à être élevé par ses deux parents, ce qui m'a conduit à faire le congé de paternité, le livret de paternité, pour faire en sorte que les pères en particulier gardent le lien avec leurs enfants. Donc ça, c'est pour les couples hétérosexuels séparés sur le mariage homosexuel et l'adoption. C'est très important parce que c'est ce qui structure une société. Et l'adolescent ne peut se construire adulte que s'il a en face de lui une forme de résistance des interdits qu'il pourra ensuite dépasser, transgresser pour construire ensuite sa propre liberté. Donc si je vous ai bien compris, juste un point, est-ce que c'est très important? Pas de loi nécessaire pour les couples hétérosexuels en ce qui concerne les couples homosexuels qui souhaitent adopter par ailleurs. Je termine d'abord mon raisonnement parce que je pense que c'est ce qui est très important et c'est ce qui est le plus fondateur pour la société française. Qu'aujourd'hui, la première difficulté des parents, c'est l'éducation des adolescents. Et moi, je suis favorable à la médiation familiale, au soutien parental, pour que les parents, même disqualifiés parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont dans la précarité, parce qu'ils sont dans la souffrance personnelle par rapport à leur couple, puissent continuer à structurer leurs enfants et à les élever. Et l'homoparentalité est en effet inscrite dans notre projet. C'est une famille comme une autre. Et d'ailleurs, je suis la première ministre de la Famille à avoir reconnu comme interlocuteur légal l'association des parents gays et lesbiens. Pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'il y a en effet des couples qui ont eu des enfants dans une vie hétérosexuelle, qui ont ensuite une vie homosexuelle, et qu'ils ont le droit, parce que ce sont de bons parents, aussi bons que les autres, ils ont le droit de continuer à assumer leur autorité parentale. Au nom du même principe, on peut changer de conjoint, on ne divorce pas. Alors, il y a des situations de fait. Est-ce que vous légaliserez le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels? Oui. Est-ce que vous en prenez l'engagement? Oui. Faire des propositions. Vous allez continuer d'en faire. On va maintenant parler de l'immigration. Ségolène Royal, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 300 000 clandestins en France. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous voulez régulariser tous? Je pense que ça ne serait pas une bonne décision que de régulariser massivement l'ensemble des immigrés clandestins. D'ailleurs, ce n'est pas le projet des socialistes. En revanche, il va falloir clarifier les règles et faire une politique de respect à l'égard des étrangers
qui sont sur notre territoire. Et cette politique-là devra s'appuyer sur une redéfinition des politiques de co-développement. Parce que rien ne sert à mettre des murs ou des barbelés autour des pays si on ne règle pas les écarts entre pays riches et pays pauvres, car on aura toujours des migrations de la misère. Je me suis rendue à Dakar, dans le village de pêcheurs, où se trouvent une centaine de femmes qui ont perdu leur enfant, péri noyé, dans les embarcations qui vont vers les Canaries. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Que ces femmes demandaient les moyens de mettre en place des projets de développement autour de la pêche, autour de l'agriculture, autour du textile, autour de la culture, du sport, et qu'elles n'avaient rien. Et donc la vraie question, c'est de savoir où passe une grande partie des fonds d'aide au développement. Et cette politique-là, il faudra la redéfinir entièrement. Donc ça, c'est pour le co-développement. Oui, mais c'est Vous très avez dit important. on ne les régularise pas tous, mais alors quel est votre concept? C'est l'immigration choisie, par exemple? Non, ça n'est pas l'immigration choisie, vous le savez, parce que je crois que aller prélever dans les pays les plus pauvres la matière grise, c'est une posture néocoloniale. Je pense que dans nos anciennes colonies, nous avons déjà suffisamment pillé de matières premières pour aujourd'hui ne pas continuer à piller les cerveaux et la matière grise. Et donc, quels sont vos critères? C'est l'immigration de travail? Il faudra revenir à la régularisation au long cours des étrangers qui sont ici depuis 10 ans et leur donner leurs papiers à ce moment-là. Car ce qu'a brisé l'actuel ministre de l'Intérieur, en faisant d'ailleurs 3 lois, c'est dire la pagaille qui s'est installée. Vous revenez, si je comprends bien, sur le dernier projet de loi. Écoutez, il a quand même réussi ce tour de force à faire en sorte que se trouvent maintenant des centaines de milliers d'étrangers sur notre territoire qui ne sont ni expulsables ni régularisables. Mais ce que je trouve particulièrement ici, le rôle qu'ils jouent dans l'économie française. Et souvent je me dis, si tous ces étrangers s'arrêtaient de travailler 24 heures, on verrait ce qu'il en serait dans certains secteurs, notamment les services, le ménage, le bâtiment. Parce qu'un jour, il faudra aussi reconnaître qu'il faut sans doute faire en sorte d'accueillir les travailleurs dans des façons beaucoup plus correctes. Donc pas de régularisation globale, mais alors quelle régularisation? Sur quels critères? Il faudra mettre en place des règles. On regardera la durée de séjour et de présence sur notre sol des étrangers. Et ça veut dire aussi, quand il le faut, des expulsions ou des retours dans le pays d'origine. Je pense que... C'est-à-dire que dans les faits, parfois, ça vous rapproche de ce que fait Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Je pense qu'un État de droit doit respecter la loi et qu'en effet, la réglementation que nous referons, sur la base d'une réglementation juste, avec des règles claires, nous conduira en effet à lutter contre l'immigration clandestine. Et je souhaite que ce soit fait en coopération avec les pays européens, avec une coopération d'un certain nombre de moyens, mais que ce soit toujours dans le respect des personnes. Et je voudrais rajouter une chose. À ceux qui nous disent on va régulariser massivement, on va ouvrir les frontières largement. Je voudrais dire que lorsqu'il y a de l'immigration clandestine, où vont habiter ces malheureux étrangers qui fuient la misère? Toujours dans les mêmes quartiers populaires. Et donc on ajoute de la misère à la misère. Et si des responsables politiques tiennent ce discours pour se donner bonne conscience de la régularisation massive, il faut savoir que ça va peser sur ceux qui sont déjà les plus défavorisés. Justement. Et donc, juste un mot peut-être. Et donc les régularisations que nous feront devront s'accompagner d'une politique de la ville et sont directement liées au respect on va y venir, par les à la maires. politique de la ville. L'inégalité des territoires et donc bien sûr comment ne pas parler des banlieues, Ségolène Royal. La situation est explosive, c'est ce que continuent de dire les rapports DRG. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui vous avez de meilleures solutions que la droite en la matière? Et on reparlera bien sûr des valeurs évoquées à l'instant par Laurent Fabius. Alors un mot sur la laïcité, si vous le permettez, pour que le débat reste cohérent. D'abord, c'est un principe fondateur de la République. Ce mot d'ailleurs est très lié aussi à l'histoire de l'école républicaine, puisque ce mot même a été inventé par Ferdinand Buisson, qui a fait les grandes lois de Jules Ferry sur l'école publique, laïque et républicaine. Et je vais vous dire pourquoi je suis particulièrement attachée à ce principe. Parce que se joue là l'émancipation des femmes. Et je voudrais dire ici la solidarité qui est la mienne à l'égard des gynécologues dans certains hôpitaux qui se sont fait agresser par des maris
qui ne tolèrent pas que leurs femmes soient soignées par des hommes. Et le service public doit rester impérativement laïque. Et ça, je suis élue, je supprimerai une charte de la laïcité comme le propose le programme, ou il faut aller plus loin qu'une charte? Bien sûr, une charte de la laïcité adossée à la Constitution, la suppression de cette loi qui oblige les communes à payer pour les élèves d'autres communes qui sont scolarisées dans les écoles privées, l'interdiction du voile à l'école. Ça, c'est une entorse au rapport entre le public et le privé en France. C'est-à-dire, vous voulez ranimer une forme de confrontation entre le public et le privé? Non, mais je trouve cette loi tout à fait anormale d'aller payer pour les enfants qui vont dans les écoles privées des autres communes, c'est-à-dire qui participent à la désertification rurale de la commune qui est obligée de payer. Ça ne tient pas debout. En ce qui concerne le voile à l'école, je voudrais vous raconter une histoire, parce que j'ai eu à régler les problèmes de voile en tant que ministre de l'enseignement scolaire, et que les équipes pédagogiques étaient toujours déchirées entre le fait de retirer une jeune fille de 14-15 ans de l'école, parce que nous, socialistes, nous savons que l'école est émancipatrice, parce que sous la pression de son entourage, elle refusait d'enlever son voile. Donc entre cette exigence-là et le fait de respecter la laïcité. Et quand on expliquait à ces jeunes filles, c'est vrai qu'on était déchirés et partagés, que si on lui laissait à elle la possibilité de mettre son voile, alors c'était peut-être 40, 50, 60 jeunes filles à l'école qui avaient réussi à convaincre leurs parents de venir la tête libre avec leur liberté de fille, qui du jour au lendemain auraient été obligés de remettre le voile. Et je crois que c'est avec ce dialogue-là aussi qu'on a permis d'avancer, sans porter le discrédit ou sans humilier les musulmans. Alors, parce que très souvent, ce discours-là aussi est très mal perçu par la communauté musulmane. Alors que quand on explique les choses, qu'être intégré à la République, c'est de ne pas porter les signes extérieurs de la religion. Mais aujourd'hui, quelle réponse apportez-vous à la montée qui inquiète d'une forme d'islamisme radical dans la société, dans certaines banlieues en particulier? Mais d'abord, le phénomène de voile a beaucoup reculé à l'école. Le voile, c'est une victoire de la République qu'il faut noter. Tout parti confondu. Acquise dans le dialogue. Et donc, je crois que la force des valeurs de la République, il faut y croire. Et quand on croit aux forces des valeurs de la République, de l'égalité des chances, de l'école émancipatrice et des droits des femmes, alors je crois que l'on peut avancer. Mais ça ne peut pas être que de l'incantation. Il faut derrière, on l'a vu pour le voile, il a fallu une loi. Non, mais quand il y a de l'intégrisme qui tombe dans la délinquance ou pire, dans le grand banditisme, là, ça relève des lois pénales, de répression. Dans l'embrigadement des jeunes. Mais là, il faut être très vigilant, mais une fois de plus, c'est le principe éducatif qui doit l'emporter. Alors justement, et si l'école encadre bien les enfants... On était sur les valeurs, Ségolène Royal. Oui, c'est sur les valeurs. Encore une fois, le cas pratique des banlieues, où tous ces problèmes que vous avez évoqués tous les trois s'incarnent, se vivent au quotidien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui si vous êtes élu? Est-ce que vous avez un plan d'urgence pour les banlieues? Qu'est-ce que vous mettez dans ce plan d'urgence? D'abord, je pense qu'il faut s'appuyer davantage sur les maires, qui sont en première ligne de ce combat. Les maires MAIRE. Les maires MAIRE. Mais vous avez raison, les femmes aussi. Car qui a tenu dans les cités? Qui a fait rentrer les jeunes dans les maisons au moment où ça flambait dans les rues? Ce sont les mamans, bien souvent, et les parents en général. Mais quand les femmes se sont regroupées pour éduquer leurs enfants, ça a marché. Donc les maires, il faut que l'État leur donne les moyens de conduire leurs politiques urbaines. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, le principe fondamental, la ligne de force d'une politique socialiste, c'est l'éducation. C'est l'investissement massif dans ces cités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous l'avez proposé, deux personnes dans une classe, l'enseignant et puis quelqu'un qui est là avec lui pour l'aider pour les questions de sécurité, par exemple. En tout cas, renforcer les moyens dans ces collèges, parce que si la République tient sa promesse égalitaire dans les quartiers, alors à ce moment-là, les jeunes ne vivront plus l'humiliation et donc la violence. Parce qu'il y a trois formes de violence. Il y a la violence qui est l'expression d'une émotivité parce qu'on est humilié. Il y a la violence qui est l'expression d'une déstructuration de l'identité. Et puis il y a la violence prédatrice, celle du délinquant, sur laquelle il n'y a aucune espèce de complaisance à avoir. Mais sur les deux premières, la République, elle peut agir. L'actualité, c'est l'insécurité. Il y a aussi en ce moment ces violences contre les policiers qui augmentent. Avec cette proposition de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, les chefs de bande qui agressent ces policiers doivent être renvoyés aux assises. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise proposition, Ségolène Royal?
Il y a d'abord, c'est vrai, une montée très grave des insécurités. Et même un système de production de délinquance de masse. Depuis 93, avec ce ministre ça augmente de l'Intérieur. sans cesse, avec une belle continuité depuis 93. Là, ça s'est considérablement accéléré, puisque les atteintes aux personnes et aux biens ont considérablement augmenté. Et tout cela, malgré tout, avec plusieurs lois. Donc, je crois que ce système-là, il est en faillite. Il est en faillite parce qu'il ne joue que sur la répression et il n'est pas équilibré avec des politiques de prévention. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si les familles fonctionnent bien, si l'école fonctionne bien, si les jeunes ont en face d'eux, dès le plus jeune âge, des adultes structurés, ont la chance d'avoir des adultes structurés, alors déjà on tarit la source de la délinquance. Pardonnez-moi. Prévention contre répression, pardon. Oui. Est-ce que cette opposition-là, elle n'est pas un peu dépassée aujourd'hui dans les banlieues ? Ce n'est pas une opposition. C'est qu'il faut les deux. Il faut de la répression juste, mais encore faut-il que lorsque les policiers font leur travail, et ils le font bien, et lorsque les juges font leur travail, et ils le font bien, encore faut-il qu'ils aient des outils de placement de ces mineurs. Or, que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'un policier a fait son travail, interpellé un mineur délinquant, lorsque le juge fait son travail et a sanctionné un mineur délinquant? Où met-il ce mineur? La droite avait promis la construction de centres éducatifs fermés. Il y en a eu, je vais y venir, rien. Lorsqu'un juge voit qu'il faut attendre 8 mois, 9 mois, 10 mois avant que sa décision soit appliquée, c'est le service public qui est bafoué. Mais laissez-moi quand même vous dire une chose. Qui sont les jeunes qui sont aujourd'hui en prison? Il y a une étude récente qui a été faite et qui a montré que le nombre de mots moyens maîtrisés par ces jeunes était de 400 mots. C'est-à-dire qu'on a en prison aussi des jeunes qui ont été rejetés par toutes les institutions, qui ont été en rupture de famille, qui ont été en rupture d'école, qui ont été en rupture d'emploi et qui n'ont même pas eu dans leur cité un modèle auquel s'identifier pour pouvoir réussir. Et donc, je le redis ici, parce que ce sont mes valeurs fondamentales, il va falloir que l'État donne aux familles les moyens de bien fonctionner, et notamment grâce au logement et à l'emploi et à la sécurisation. Il va falloir que l'État donne aux écoles dans les quartiers les plus difficiles les moyens de faire réussir les enfants. Et il va falloir lutter contre le chômage des jeunes, parce que c'est ça qui ronge l'équilibre dans les cités. Et c'est ça qui est à la source de la délinquance. Lorsque les jeunes sont 2 fois plus au chômage dans les cités, lorsque les jeunes diplômés sont au chômage, comment voulez-vous qu'ils enseignent à leurs petits frères et sœurs le sens de l'effort scolaire? C'est l'État qui va leur donner un emploi? C'est de l'emploi aidé, de l'emploi public, comme on l'a toujours fait? Écoutez, tous les moyens doivent être utilisés. Et moi, je ne suis pas misérabiliste. Je pense que tous ces jeunes de toutes origines, la France en a besoin. C'est une énergie extraordinaire. Et lorsqu'on leur donne les moyens de créer leurs activités, de créer leurs entreprises, lorsqu'on demande aux entreprises de leur faire confiance, et il y a plein d'entreprises maintenant installées dans les cités, je pense à la grande distribution parfois, ou à d'autres, qui font un effort pour tendre la main à ces jeunes, eh bien on voit ce dont ils sont capables. Alors il faut que la France cesse de porter un regard misérabiliste sur les cités. Et juste vous maintenez votre proposition sur l'encadrement militaire des jeunes délinquants de plus de 16 ans pour leur premier délit, ce que vous avez proposé. Vous maintenez cette proposition? Je maintiens la proposition telle que je l'ai formulée et pas telle que vous la formulez. J'ai dit, et c'est d'ailleurs dans le projet des socialistes, de faire en sorte que tous les moyens d'alternative à la prison, qui empêchent des mineurs d'aller en prison, d'où ils ressortiront d'ailleurs sans doute récidivistes. En tout cas, en plus mauvais état quand on connaît la situation des prisons que lorsqu'ils y sont. Laurent Fabius n'avait pas l'air d'accord. Vous permettez que je finisse ma phrase. Brièvement. N'inventons pas des polémiques là où il y en a, ou alors laissons-les s'exprimer. C'est pas inintéressant. Si, parce qu'il y a une question dans la formulation des choses depuis le début de l'émission qui me permet à chaque fois quand même de bien repréciser le sens de ma pensée. Alors, parce que nous sommes dans un débat interne, il est important qu'il y ait de la loyauté et de l'honnêteté dans la formulation des choses que chacun a dites. Vous disiez jeune délinquant de plus de 16 ans après un premier délit. Je n'ai pas parlé d'encadrement militaire, si vous le permettez, ni de camp militaire. En revanche, vous savez, moi, je fais de la politique en regardant ce que je ferais pour mes propres enfants. Et en n'imposant pas aux autres ce que je ne voudrais pas pour mes propres enfants. Et je pense qu'ici, dans cette salle, si l'un de nous avait été par malheur confronté
à l'incarcération d'un de ses enfants mineurs, qu'est-ce qu'il ferait? Il choisirait la prison ou il choisirait un camp humanitaire dans un pays pauvre, encadré par l'armée? Oui, par l'armée, ou alors par les pompiers, ou alors par les gendarmes, ou alors par des gens qui sont en effet capables de redonner des règles, parce que ça n'est pas une colonie de vacances. Quand on a le choix entre la prison, avec ce que c'est, avec les viols en prison, avec les maltraitances en prison, ou le choix d'aller reconquérir l'estime de soi dans un camp humanitaire, en effet, eh bien ce choix-là, je veux le faire pour les jeunes de mon pays, parce que si moi j'y étais confrontée, je ferais ce choix pour mon pays. Ségolène Royal, ils ont parlé de vous sur cette proposition d'encadrement. Votre réponse? Mais vous m'avez déjà posé la question. C'est la même. Que j'y réponde encore? C'est la même, c'est-à-dire que leur critique ne vous atteint pas. Ah, mais je les écoute. Vous savez, moi je suis toujours en écoute des propositions des autres. Je ne considère jamais que j'ai raison à tout coup. 2007, ça joue sur la sécurité. Ce dont je suis sûr, c'est que toute forme d'encadrement qui permet à un jeune de se remettre debout est de toute façon préférable à la prison. Et surtout pour les mineurs. Et je le dis ici, je tiendrai bon. Et malheureusement, tous les mineurs ne pourront pas en profiter, parce que des chantiers humanitaires, il y en aura sans doute pas suffisamment pour eux. Eh bien, je regrette bien pour ceux des mineurs qui ne pourront pas en bénéficier. Et juste d'un mot, 2007 se joue-t-il ou non sur la sécurité? Je crois que c'est une question importante. Et il faudra veiller à ce que cette question ne soit pas exploitée, comme elle le fut lors des scrutins précédents, avec l'impact des médias, je le dis sans détour. Mais je crois qu'il y a une montée de la violence dans la société française, une exaspération de la violence. Elle est partout. Elle est dans la violence verbale, elle est dans l'agressivité, elle est dans certaines écoles, elle est dans les quartiers, elle est dans le monde du travail avec la montée du stress et des maladies professionnelles, toutes les formes de violence. Et ce serait une grave erreur pour les socialistes que de minimiser ce problème. D'ailleurs, nous ne le minimisons pas. Mais les Français en souffrent beaucoup, et ce que je propose, c'est de mettre en place, je l'ai dit tout à l'heure, parce que tout se tient, notamment par les politiques de prévention, ce sont des sécurités durables. On doit s'arrêter là. Car la plus grave inégalité, elle est justement devant les phénomènes de violence. Merci Ségolène Royal. Vous avez dit à propos d'un sujet particulier, mon opinion, c'est celle du peuple français. Est-ce que de manière générale, ça peut définir votre conception de la présidence de la République? Oui, je n'ai pas peur du peuple français. Je crois qu'il est capable d'intelligence collective très forte, et que si on arrive à remettre le peuple français au cœur du projet des socialistes, alors je crois que tout est possible et que nous pourrons retirer la France vers le haut. Je crois que le ou la présidente de la République, c'est d'abord quelqu'un qui incarne la France, et la confiance que la France peut retrouver en elle, et la façon dont nous pouvons croire à nouveau en notre désir d'avenir. Je crois qu'un ou une présidente de la République, c'est quelqu'un qui fait bien fonctionner l'État, qui aujourd'hui ne fonctionne pas bien, et qui dit à la nation au nom de quelles valeurs elle va agir. Je les ai exprimées tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'un président de la République met en place un gouvernement, parce que le président ou la présidente de la République est garante du pacte social qui sera noué pendant la campagne des élections présidentielles, et qui va donc demander à son gouvernement d'appliquer ce pacte social dans toutes ses facettes. Et donc c'est quelqu'un qui a la capacité aussi de s'entourer des meilleurs, et ensuite de faire une synthèse, mais aussi de monter en première ligne. Et je le dis ici, parce que c'est pour moi une priorité, et je le disais en introduction, je monterai en première ligne sur la question de l'éducation. Et de l'éducation dans toutes ses facettes. Parce que pour moi, cela englobe les formations professionnelles, les qualifications et l'accès de tous à la culture. Parce que je pense que l'enjeu de ce siècle, c'est l'intelligence. C'est comme cela que la France sortira de la déprime et du déclin. Et qu'elle est capable, avec ses talents, avec son potentiel, avec sa jeunesse, si on lui laisse aussi la possibilité de s'exprimer dans toutes ses compétences, dans tous ses talents, de lui tendre la main dans une nouvelle donne avec la jeunesse, alors je pense que la France peut en effet croire à son avenir et être à nouveau tirée vers le haut,
Car comme le disait François Mitterrand, ce qui pousse les socialistes et qui les fait avancer, c'est de toujours se rappeler que leur projet est plus grand qu'eux et que la cause qu'ils défendent est bien plus forte qu'eux-mêmes, individuellement. Et moi, je crois que la cause que les socialistes défendent est bien plus grande que nous. C'est pourquoi j'ai confiance.